Tribune Bonécha pour toutes vos opinions politiques, économiques, sociales et culturelles. Tribune Bonécha, une production de la rédaction sur RSF Bonécha FM tous les dimanches. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Tribune Bonécha. L'émission Tribune Bonécha qui porte aujourd'hui sur la situation socio-économique au Burundi. Un contexte économique délicat avec une inflation de près de 40%. Les choses se compliquent chaque jour. La vie devient difficile, voire impossible pour plusieurs ménages, selon les informations diffusées sur les médias. Nous avons trois invités, je vais les présenter par ordre d'arrivée. Monsieur Léandre Ndaïzeye, il est membre du bureau exécutif de la COSIBU. Il est chargé des études et des recherches. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur Masségo. Hamza Venaouli Koukié, il est secrétaire général de Puisque Burundi. Et bonjour, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour aussi. Bonjour à tous mes amis qu'on va partager ensemble sur Miko. Diomède Ninheretse, il est professeur d'université, il est économiste, il est expert en leadership et management des organisations. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci monsieur Massengo pour l'invitation. Je salue aussi les auditeurs et les auditrices de la radio Bonécha. Réalisation Christine et Kamikazi, Jean-Baptiste et Atungimana à la mise en onde de Léon Massengo. Je suis ravi de vous présenter l'émission Tribune Bonécha. Bienvenue. Commencer comme d'habitude, nous allons écouter l'hymne de l'émission Tribune Bonécha. C'est dans cette belle chanson de Steven Sogo. Avec beaucoup de sel, tu arrives à Bouroui, exactement où tu verras la source du Nil. Les autres malheurs, toujours à Bouroui, en Makamba, la danse à Gachimbo. Oumouye Venango, Ouwenengo Mukumaso. Il est pour le Burundi. Ensuite, nous allons écouter les règles de l'émission Tribune Bonécha. Il n'est pas permis de mentir, de s'accuser, de condamner ou de choquer. Le respect de l'idée de l'autre est recommandé. Le journalisme de solution nous guide. Et oui, l'émission c'est Tribune Bonécha, la situation socio-économique au Burundi. Comment se porte la vie sociale et économique dans le pays, les causes, les conséquences et les solutions possible. C'est dans cette émission Tribune Bonécha. La première question, je l'envoie à monsieur Léandre Ndaïzeye. Vous êtes de la COSIBU. Quelle est la situation aujourd'hui, la situation socio-économique dans le pays? Elle est comment? Bien, merci. Je ne vois pas par où commencer, mais je vais me limiter juste dans le monde du travail, étant un des représentants des travailleurs. Oui, bien sûr. Je veux parler un peu de la façon dont les travailleurs essaient de se battre pour pouvoir survivre dans des conditions de vie et de travail très difficiles parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, le panier ménager a augmenté. Au service et les conditions de travail ne sont pas au point, c'est-à-dire, je vais dire que ce ne sont pas réunis pour que la production soit bonne.
Je voudrais bien sûr commencer par le travail. Au travail, un travailleur qui n'a pas de l'électricité suffisante, qui n'a pas un salaire suffisant, qui n'a pas tout ce qui est réuni pour pouvoir bien travailler, vous verrez que la production aussi ne sera pas bonne. Et par conséquent, il y a aussi les problèmes de dialogue social dans certains lieux de travail, là où les employeurs ne veulent pas écouter les représentants syndicaux pour qu'ils puissent trouver ensemble des solutions liées à la vie socio-économique du pays. Et tout cela, ce sont des faits qui sont là et qui fait que la situation socio-économique soit compliquée pour le travailleur. Alors, vous parlez des salaires, un fonctionnaire moyen touche combien, par exemple, en termes de salaire? Si vous parlez d'un fonctionnaire moyen, jusqu'aujourd'hui, je voudrais revenir sur la publication de la COSIBU, ce qui a été dit le 1er mai 2025 dans le discours des représentants des travailleurs qui a été rédigé par les responsables de la COSIBU. Ils ont bien précisé que aucun Burundais ne peut vivre ici dans la capitale ou dans les villes du pays s'il touche moins de 3 millions. C'est-à-dire que celui qui touche moins de 3 millions et qui vit aisément ici, soit il vole ou il mendie. Donc, quand je dis mendier ou voler, les gens vont croire que voler, c'est aller forcer la porte ou la corruption ou quoi. Bien mendier, c'est aller dans la rue et tendre la main à tout passant. Non. Donc, il y a plusieurs moyens de mendier. Il y a plusieurs moyens de voler. Donc, la plupart des gens vivent de cette manière pour pouvoir survivre dans cette situation. C'est-à-dire mendier, par exemple, vous verrez que dans la situation actuelle, un fonctionnaire peut organiser une fête, mais attendre que son cousin, son grand frère ou son parent qui est ministre ou député vienne lui aider dans la réalisation de cette fête. Il n'est même plus capable d'acheter les habits de ses enfants. Donc ça, c'est une façon de mendier sans toutefois le savoir. Parce qu'il ne peut pas organiser une fête pour lui-même. Voler, ça a plusieurs façons de le faire. Je ne peux pas le développer ici, mais de toute façon, la plupart des gens le savent. Donc, c'est pour dire que le salaire moyen aujourd'hui, ça va à... je l'ai lu dans le Google, comme vous le savez, vous aussi, dans les publications de la Banque mondiale. C'est-à-dire, c'est moins de 455 000 pour les fonctionnaires moyens. Mais le salaire moyen, y compris toutes les catégories de travailleurs, c'est 150. 150 000. Donc vous voyez que alors que ce que je disais avant, cela démontre que la façon dont nous vivons ici est incertaine. Donc personne ne peut prévoir l'avenir. Et vous touchez combien? C'est ça. Pour les Burundais, le salaire, c'est souvent un secret. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais en tout cas, vous parlez de 3 millions pour pouvoir vivre convenablement. Très peu de fonctionnaires touchent 3 millions. Oui, c'est ça. C'est pourquoi je bien dis que la plupart des gens vivent de l'aide des autres. Ouais. D'accord. On va revenir vers vous, M. Hamza Venabouli Koukié. Je l'ai dit, vous êtes secrétaire général de PISC Burundi. C'est la plateforme intégrée de la société civile. Vous, au niveau de PISC Burundi, comment vous décrivez la situation socio-économique dans le pays? Merci beaucoup. Comme vous le dites, nous sommes de la société civile, nous sommes des observateurs indépendants, mais quand même nous sommes intéressés par la vie socio-économique de notre pays. Et moi, je vais faire mon analyse en tant qu'observateur, pas qu'expert ou bien spécialiste de la matière. Et sinon, à ma simple lecture, je dois féliciter le Burundi. Je dois féliciter le Burundi. La vie marche quand même. Bien que nous sommes vraiment dans des contraintes
de la cherté de la vie, ça on doit l'accepter, mais la vie marche en témoigne. Nous sommes ici bien habillés, avec de beaux visages, on a eu le savon pour nous laver. Personne n'apparaît pas avec un air affamé. On a bien mangé, les voix sortent bien. Il faut se dire qu'on a eu quelque chose pour manger, on a eu quelque chose pour vivre. Alors, et le Burundais lambda? Ceux Burundais lambda n'ont pas de problème comme ceux qui vont revendiquer ici. Toi, pour venir ici, toi, notre professeur dit qu'il a manqué ou garé son véhicule. Mais ce président n'est pas moi-même pour payer un taxi vélo, pour lui, c'est un luxe. Alors il faut quand même faire la part des choses. Oui. Pour ton enfant, à 2 ans, tu as besoin qu'il fréquente la crèche. Mais cette population, même à 7 ans, 8 ans, il fréquente l'école. Mais il est fier de cela. Tu n'es pas fier que voir que ton enfant a été dans une école où on s'habille l'uniforme kaki. Tu vois qu'il est une forme de classe. Alors, il ne faut pas quand même peut-être... Hamza, vous travaillez quelque part, vous touchez 3 millions? Bon, à part que le salaire de quelqu'un, c'est un secret professionnel, même au niveau de l'entreprise. Les salaires ne sont pas publiés. Je crois que le monsieur de la Constitution le sait très bien. Je suis l'employé, j'ai des fonctionnaires. Je sais que je ne peux pas publier tout le salaire de membres de mon personnel. D'accord. Alors, si on faut se dire la vérité, nous sommes face à une cherté de la vie, mais nous espérons quand même, nous avons l'espoir. À vivre ou à survivre? À survivre. Oui. Alors, Hamza, le salaire te permet de joindre sans difficulté les 2 bouts du mois? En tout cas, comme on peut le dire tout le monde, les besoins sont créés. Toi-même, tu peux te créer des besoins. Et des fois... Pour l'argent, créer des besoins? Non, tu crées des besoins alors qu'il n'y a pas d'argent. Ça, il faut qu'on sache. Et c'est plutôt le Burundais cette habitude. Tu as toujours besoin d'aller au cabaret le soir, déguster de beaux amusters, déguster des brochettes, et tu vas crier que tu n'as rien, alors que ça coûte beaucoup. Une ration qui peut prendre 2 ou 3 jours, de consommer après le loisir, tu peux t'en priver, si tu t'en prives très bien, tu ne peux pas mourir de cela. Ce n'est pas alors que si on est privé de l'autre, tu vas mourir quand même. Alors, c'est ça, je dis que chacun avec ses moyens doit l'adapter pour son mode de vie. C'est ce que je peux dire. Et si on peut même écouter je ne vais pas dire les discours, les sensibilisations des autorités, des fois on nous dit, on politise cela. Et moi, je ne parle pas mon propre exemple. Si tu as des petits champs, tu vois des petits projets agricoles, même des petits projets qui demandent 2 à 300 ou même 500 francs, si tu as des pours chez toi, de 3 à 5 pours, tu as des œufs. Des fois, il y a des dépenses que tu aurais occasionnées, que cette fois tu vas faire des économies, et il y a un complément de salaire qu'on va se faire. Ça ne coûte rien. Il faut seulement exercer cela. Il faut éviter de faire des gazons chez toi, mais il faut mettre des légumes comme comestibles. Ça. Oui, ça va aussi compléter, ça va diminuer votre dépense. Ça, quand on dit cela, ça fait face à la cherté de la vie. Il ne faut pas politiser ça, il faut vraiment commencer pour ton propre bien, c'est pour ton propre intérêt. Et si tout le monde ait cette conscience, on va vraiment trouver qu'on a essayé d'affronter les difficultés qu'on a, tout en responsabilisant le gouvernement. Vous venez à joindre les 2 bouts du mois sans difficulté avec votre salaire? C'est impossible, mais je voudrais revenir un peu sur ce que dit qu'il faut... Oui, c'est qu'il vous a dit qu'il faut voir comment compléter, mais c'est bon de compléter ça, mais des fois, il faut savoir que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui sont là pour être encadrés et travailler. C'est-à-dire que ces gens-là, il faut penser à eux. Et la meilleure façon de penser à eux, c'est de pouvoir faire une politique salariale qui leur permette de joindre les 2 bouts du mois. Donc, mais aussi, il faut savoir que l'investissement n'est pas fait pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans des conditions, ils ne peuvent même pas avoir ce temps-là. Donc,
il faut leur donner le temps de travailler, de se reposer, mais aussi le temps de loisir. Comme les 24 heures sont divisées en 3, 8 heures de travail, 8 heures de loisir et 8 heures de repos. Si vous déduisez 1 heure de ces 2-3 parties, sachez que vous causez un mal quelque part. Soit c'est la fatigue, soit c'est le problème psycho qui peuvent arriver, c'est ça. Hamza, je reviens vers vous. J'ai parlé du salaire. Le salaire, que vous avez, là où vous travaillez, est-ce que ça va, ça vous permet de vivre, de faire vivre la famille sans difficulté? Bon, tout d'abord, il faut savoir que je suis représentant de garde d'une association. Je ne suis pas payé. Je ne suis pas payé, c'est le savoir, je sais seulement des frais de représentation. Mais moi, je vis de ce que monsieur vient de prouver et de témoigner. Comme je n'ai pas de salaire, vous avez des frais de représentation. Non, je vais vous amener dans mes chantiers. Je fais mon élevage, j'ai des champs qui me procurent quelque chose. Il faut un jour passer de l'autre côté de Kajaga, à mon côté de Moutimbouzi, de Tanganyika. Je vais te montrer comment je travaille. Vous faites du business. Ça me procure de l'argent. Là, au niveau de l'association, c'est seulement la représentation. Sinon, je me débrouille comme ça. Et je suis fier vraiment, et je ne me lamente pas. Mais quand même, je cherche quand même toujours le mieux. Je ne suis pas satisfait quand même jusqu'à présent. Je cherche toujours le mieux. D'accord, oui, d'accord. À côté de chez vous, il y a des salariés, vous voyez des fonctionnaires. Et comment vivent-ils? Vous avez des amis? Pas seulement à côté de chez moi, même chez moi au bureau, dans l'organisation. Et des fois, moi aussi, je me pose la question comment ces gens vont vivre avec le salaire que je leur donne. Je me pose cette question. Mais comme je l'ai dit bien avant, il faut chercher. Vous dites que moi, je suis quand même le monde, comment le monde tourne. La répartition de gérer les 8 heures, là, comme vous le dites, ce sera catastrophique. C'est vraiment, on s'amuse pendant 8 heures. Ce sera partout au monde. Je peux vous donner un exemple. Même, on dit les pays qui se sont développés ont sué pour arriver là. Je suis toujours les gens qui sont à l'étranger. Ils ont même 3 à 2 emplois. Ils quittent les shifts. Et oui. Comme ça, on va travailler beaucoup pour gagner la vie. Et cette fois, je vais 8 heures pour faire de loisir, alors qu'il n'y a rien dans la poche, tu vas mourir de paresseux. Et vraiment, ce sera une honte pour toi. Mais il faut être responsable de soi. Il faut se sacrifier. La vie est dure. On doit combattre. On va quand même combattre pour mener. Même la Bible l'a dit. On va vivre sur le sueur de notre front. Il faut l'accepter. Alors, il faut travailler dur pour gagner la vie. Ce n'est pas dire qu'on va faire loisir. Non, non. Tu vas faire loisir s'il y a des moyens, si ça, la vie te le permet. Sinon, tout le monde allez se promener dans les bagnoles, de beaux bagnoles. Si le monde allait habiter Kiriri, tout le monde allait habiter Kaseke-Bouye. Non, c'est comme ça. Il faut quand même adapter la vie selon tes moyens. Je pense que vraiment, ce qu'il faut maintenant, c'est voir comment faire face à la cherté de la vie et voir comment chercher des solutions pour mener quand même une vie. Léandre, je reviens vers vous, la Kosibo. Vous suivez de très près les difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens burundais, les fonctionnaires. Et quels sont les défis, les principales difficultés pour la vie des citoyens, des fonctionnaires burundais, les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Ok, merci. Et avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur les 8 heures de loisirs que je disais. Il faut savoir que quand on parle de loisirs, ce n'est pas seulement aller au cabaret, aller à la musique, danser, non. En fait, quand on parle de 8 heures de loisirs, c'est-à-dire il y a le sport, mais aussi il y a ce qu'on appelle les joking jobs. C'est-à-dire tu fais réellement ce que tu aimes. Mais le travail, tu peux le faire pour gagner la vie. Et c'est là où... Parce que c'est dans le cahier de charge. Oui, et c'est là où le salaire doit être minimum vital. Quand on parle de minimum vital, c'est-à-dire c'est un salaire digne qui vous permet... Qui répond aux besoins fondamentaux. C'est ça qu'on fait le Burundais. Non, alors, malheureusement, ce n'est pas ça. Malheureusement, ce n'est pas ça. Le salaire n'est pas minimum vital, c'est-à-dire le salaire n'est pas digne, parce que si c'était digne, ça devrait te permettre de joindre les deux bouts du mois.
C'est-à-dire, quand tu sors d'une société, il faut que les gens puissent savoir, puissent apprécier là où tu travailles, que c'est là où tu reçois de tout. Mais le joking job ou bien les temps de loisirs, c'est là où, par exemple, quelqu'un qui est footballeur, il peut être arbitre parce qu'il est grandi dans le monde du football. Quelqu'un qui sait danser, il peut faire un club de danse le soir. Il le fait ça parce qu'il l'aime. Il peut, quelqu'un qui est maître, comment on appelle les gens là, de boîte de nuit. Les DJ. Les DJ. Ça, il peut le faire, mais parce qu'il l'aime. C'est payant. Oui. Ben, c'est ça ce que je disais. Donc, ça, ce sont des choses qui pourraient l'aider à investir et réinvestir. C'est ça les 8 heures de loisirs. Okay. D'accord. Alors maintenant, les difficultés auxquelles sont confrontés les fonctionnaires, les citoyens burundais actuellement. Bien, nous parlons de la situation socio-économique. Les difficultés auxquelles se confrontent les travailleurs ou les fonctionnaires, je ne sais pas si vous savez la nuance, c'est la même chose que toute la population burundaise. Il y a la vie qui est chère, il y a les produits alimentaires qui sont devenus trop chers, et cela n'est pas seulement pour les travailleurs et les fonctionnaires, c'est pour toute la population. Et d'ailleurs, nous on dit que toute personne qui se lève le matin est un travailleur. Y compris Hamza, c'est un travailleur. Hamza, il est représentant légal, il a dit qu'il n'est pas fonctionnaire. C'est pourquoi je disais, il y a une nuance, c'est travailleur et fonctionnaire. Donc tout le monde est travailleur, mais tout le monde n'est pas fonctionnaire. Et donc la COSIBU représente tout le monde, les travailleurs, y compris les fonctionnaires. Donc je disais que c'est la même chose, ils ont les mêmes difficultés que toute la population, la vie qui est chère, la pénurie des produits, d'importance capitale comme le carburant, l'énergie, mais aussi dans leurs travaux parce que les travailleurs se soucient aussi de la production. Et dans leur société, ils se heurtent à un manque de devises. Le manque de devises qui font défaut pour l'importation des produits pour l'importation des matières premières, tout ça, mais aussi, comme je l'ai dit avant, les travailleurs ont un problème de dialogue social dans leur milieu de travail. Et cela fait que les conditions de travail ne sont pas bien définies. Étant donné que des fois, ils ne participent pas dans les différentes rencontres qui sont organisées par les décideurs pour pouvoir définir des conditions de travail adéquates. Merci beaucoup. Nous allons revenir vers vous et nous allons donner la parole à M. Diomède Ninheretse. Je l'ai dit, il est professeur d'université, il est économiste, il est expert en leadership et management des organisations. Il va nous donner son regard sur la situation socio-économique du pays. Il vous a écouté, il suit de très près les questions économiques. Quelle est la situation socio-économique actuellement, monsieur le professeur? Merci, monsieur Massengo, pour la parole donnée. Et bien, j'ai écouté effectivement ce que Hamza disait, Léandre. Et j'ai vu qu'ils ont une même lecture par rapport aux défis quels que soient les fonctionnaires, même la population en général, font face. Et je vois qu'ils ont plein d'espoir. Chacun dit qu'il faut, Hamza plus particulièrement dit qu'il faut essayer de trouver les moyens complémentaires en dehors du salaire, qui est d'ailleurs un message de l'autorité politique qui naturellement devrait être orienté, probablement à analyser les conséquences. Quand on dit qu'il faut qu'un fonctionnaire soit
se rabattent beaucoup plus au travail privé, je crois qu'il y a aussi des conséquences. Alors par rapport à votre question, l'analyse socio-économique, et plus particulièrement pour la vie chère, d'abord je constate qu'avec vous, que dans votre introduction, vous disiez que l'inflation est aujourd'hui à 40%. Alors de là, même si ce n'est pas 40%, peut-être que c'est autour de 30%, 36%, selon certains rapports. Dans un pays où il y a une inflation de 40%, même de 20%, ça ne faut pas être 36%, c'est-à-dire qu'il y a la perte du pouvoir d'achat. Et quand on parle de la perte du pouvoir d'achat, c'est-à-dire que d'autres indicateurs macroéconomiques vont suivre et ne favorisent pas. Si vous deviez acheter 100 litres de carburant, c'est-à-dire que vous allez acheter simplement 70 litres par exemple, si le pouvoir d'achat est diminué de 30%. Donc il faut comprendre que, comme Léandre le disait, alors aujourd'hui, le salaire minimum garanti, le fonctionnaire bondé n'est pas à mesure effectivement de se procurer ce qui est nécessaire. Autrement dit, il n'est pas capable de manger, boire, se vêtir, se loger et se déplacer. Voilà, donc c'est le constat que je fais et qui est même partagé par nos collègues ici qui font le débat sur la vie chère. L'autre constat, c'est qu'aujourd'hui, nous assistons bien évidemment à une certaine méfiance au niveau même de ce dialogue entre les employés et l'employeur. Donc voilà, la situation est très fragile, tellement que ça demande une certaine analyse et qu'il faut absolument des solutions. Peut-être dans l'introduction aussi, vous avez dit qu'il fallait débattre les causes, les conséquences et probablement les solutions. Alors, moi, je trouve qu'actuellement, à l'heure actuelle, il faut que l'autorité politique puisse comprendre que la vie est chère et que sur le marché, le fonctionnaire comme une population n'est pas à mesure de se procurer ce qui est nécessaire. Et je comprends très bien qu'à un certain moment, on dit que chaque personne devrait effectivement être résiliente. Je suis d'accord que l'individu devra effectivement essayer de trouver les éléments nécessaires, les produits nécessaires pour finalement compléter son salaire. Et quand on invite les gens à aller dans le développement de certains produits, services privés, c'est-à-dire qu'on peut même inviter les gens à pouvoir aller voler. Je ne voudrais pas utiliser la même expression que M. Léandre a utilisé, voler ou quémander. Voler ou quémander. On n'est pas dans l'encouragement ou dans l'expansion de la mendicité. On est dans une situation où on veut un salaire digne pour pouvoir effectivement payer ce qui est nécessaire. On ne dit pas effectivement vivre au-delà des moyens, mais quand même le salaire devrait être indexé. Doit répondre aux besoins primaires. Voilà, le constat est très inquiétant. Il faut que l'autorité politique actuelle, future, puisse quand même intégrer cette dimension-là pour effectivement d'abord encourager même à la productivité. Maintenant, si on devrait voir le rendement des fonctionnaires sur la qualité des services publics, on constate qu'il faut aller dans les services publics et vous allez voir que même ces fonctionnaires ne travaillent pas. Donc, en ne donnant pas un beau salaire, l'individu à midi, le fonctionnaire à midi, il va aller effectivement chercher à aller voir ces champs de manioc dans les zones comme le conseiller nous a dit. Donc je me dis qu'on ne doit pas encourager ce genre de comportement, que plutôt il faut que l'État puisse effectivement trouver un salaire suffisant pour que l'individu puisse effectivement se concentrer sur le travail, parce qu'il ne suffit pas d'aller au travail, il faut rendre le service. Et si vous n'êtes pas rassuré du repas de midi, à 10h, tu vas aller quémander, comme effectivement on est en train de le dire. Voilà, le constat est très regrettable. Il faut qu'il y ait un débat dans ce sens, et je crois que vous avez déjà commencé. Peut-être quand on va parler des causes, des conséquences et des solutions, on pourra encore une fois étayer davantage et finalement interpeller l'autorité politique à prendre des mesures nécessaires, de ne pas être très résilient et de comprendre. J'ai écouté là, on disait que
quand même, il félicite les Burundais, il commence à s'habituer, que c'est une vie qu'il est bien habillé. Vous allez toujours positif, c'est pas mauvais. Je crois que c'est une bonne chose, mais je me dis qu'il faut effectivement faire l'état des lieux et encourager effectivement d'autres personnes à pouvoir effectivement dire les choses telles qu'elles sont, au lieu effectivement de se contenter de dire que la situation est très normale. Il ne faut pas s'habituer, il ne faut pas s'accommoder à la pauvreté, il faut refuser la pauvreté. Il faut effectivement aller vers les actions concrètes pour un développement d'un citoyen lambda. Alors Hamza, je l'ai dit, vous êtes toujours positif. Est-ce que vous pensez qu'un citoyen ordinaire burundais prend les 3 repas, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner et bien sûr le soir? Est-ce que vous pensez que le citoyen moyen prend les 3 repas par jour? Non, comme vous le dites, il faut politiser les choses. Vous aviez dit qu'il ne faut pas politiser. Non, il faut positiver. Positiver, d'accord. Pour ne pas peut-être décourager les gens ou les alarmer, et pour perdre même l'espoir. Oui, c'est ça. Je pense que maintenant, ce que je peux dire, il a bien dit le professeur. Il faut combattre la pauvreté. Ça, c'est tout à fait normal. Absolument. Et c'est facile à dire. Oui, mais le faire, comment le faire? Comment le faire, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que j'avais dit avant. Oui. Il faut toujours chercher comment faire autre chose. Eux aussi, cette résilience, comment on va l'adapter dans nos ménages. Faut essayer même on entre déjà dans les solutions. De diminuer les dépenses qu'on peut se passer. C'est ça, je leur dis. Des fois, il faut diminuer la quantité de biens qu'on prend tous les jours. Il faut diminuer peut-être la quantité de cela. Peut-être il faut laisser l'enfant grandir jusqu'à 6 ans pour qu'il puisse aborder le matériel au lieu de le faire dans les crèches. Tu sais comment c'est coûté. Et c'est tout ce pareil qu'on va face à cette insécurité de la vie, comment on fait en attendant que quand même, j'ai bien dit que le gouvernement doit quand même être responsable pour aider la population, comment sortir de cette difficulté. Et l'économiste est là, et le professeur. Moi, j'ai toujours ce souci de ne pas comprendre bien ce phénomène. Quand l'État vous dit qu'il faut augmenter les salaires, et en tant que profane, je ne sais pas si ça va s'arrêter là. Ça ne peut pas quand même avoir des conseils ou des mesures d'accompagnement pour équilibrer la vie et les différents secteurs de la vie. Un exemple banal, les fonctionnaires, on augmente les salaires, même nos travailleurs domestiques, les fonctionnaires ont augmenté les salaires, il faut nous augmenter aussi. Ceux qui travaillent dans les champs, c'est toujours comme ça. Alors il faut les guider, voir comment vraiment la vie peut continuer. Et aussi au niveau de l'effraction de la monnaie. Tout ça, je pense qu'il y a des paramètres qu'on doit considérer. Toutefois, en encourageant que vraiment, il faut que les gens aient une vie meilleure. Ça, on ne peut pas le refuser. Et on est d'accord avec tout cela. Mais il y a beaucoup de paramètres, beaucoup d'analyses, beaucoup de mécanismes qui doivent être entrepris pour qu'on puisse vraiment voir que la vie continue. Il ne faut pas quand même habiller Saint-Pierre pour déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Il faut quand même il y ait une régulation dans tout cela et que vraiment la vie continue dans l'harmonie dans toutes les couches de la population burundaise. Alors, M. Hamza, j'ai dit dans mon introduction, j'ai parlé d'un contexte économique délicat avec une inflation de près de 40%. J'ai dit que les choses se compliquent chaque jour. Je ne sais pas si c'est vrai, est-ce que vous pensez que c'est vrai, les choses se compliquent chaque jour? Moi, je vous ai dit bien avant que je vais parler comme observateur, pas comme un expert. Ça, je pense qu'il y a des économistes qui sachent comment mesurer, comment examiner, comment évaluer cette matière. Comme citoyen burundais, comment vous voyez la situation? C'est compliqué tous les jours. Je fais en général que la vie devient chère. Et devient chère, mais c'est compliqué. C'est encore vraiment exagéré. Si c'est compliqué, c'est insupportable. C'est insupportable. Les gens peuvent même pas avoir le moyen d'aller au travail. On n'est pas obligé de manger 3 fois par jour, tous les jours. Ça, c'est privé, mais c'est personnel. Même avant qu'on se mette dans cette situation, je connaissais la vie des gens qui mangeaient 2 fois, 1 fois par jour. Et le soir. Et qui n'en meurent pas, oui. Oui, moi, j'ai vécu ici dans la capitale depuis les années. Il y a des Rwandais qui connaissaient chaque fois les Rwandais vont manger le soir,
le pain et le thé. Et c'était terminé. Pour faire des économies. Il n'y avait pas de problème de situation. Ils n'en sont pas morts. C'est ça. Donc il faut toujours s'habituer. Et vraiment, la vie continue. Mais toujours, je le dis, il faut toujours chercher des solutions. Il faut chercher des solutions. Tout d'abord, c'est le gouvernement. Alors, Hamza, vous reconnaissez que nous sommes dans un contexte économique délicat. Pourquoi on en est là? Pourquoi on est allé jusque-là? Je pense que ça fait vraiment des illusions. C'est un problème qui n'est pas sur le Burundi. C'est un problème mondial. Je prends un exemple dans notre secteur de la santé même. Ici, dans vos zones d'hier, j'ai fait une intervention. Les partenaires financiers commencent à se retirer. D'autres commencent à diminuer les enveloppes. Et ils avancent. Les conséquences de Trump. Non seulement Trump. Il y a beaucoup de phénomènes. Toutes ces guerres qui sont en train de ravager le monde, c'est coûteux. Il y a des conséquences de séquelles de Covid qu'on n'a pas encore, maintenant jusqu'à présent, effacées. Il s'ajoute des guerres ici et là. Ces conflits qui naissent de jour en lendemain, vraiment tout d'abord, c'est coûteux. Deux, ça augmente, ça diminue la productivité. Les gens, au lieu d'aller au travail, il y a toujours le flux des réfugiés. Tu vois, il y a des efforts qui devraient aller dans le développement. C'est tout ça qu'il faut quand même connaître, que ce n'est pas seulement au Burundi. Alors, comme on est dans un pays, on connaît sa situation socio-économique, avant même les années 2000. C'est un pays qui se cherche, qui se développe, qui a besoin des appuis des acteurs extérieurs. Quand même, il ne faut pas quand même dire que le Burundi va être un pays développé, même les pays développés n'ont pas le même niveau de développement. Alors, comme on fait face à ce problème mondial, il faut chercher comment adapter et faire marcher le pays sans trouver qu'il y a des conséquences. Dieu aidant, nous n'avons pas encore enregistré des catastrophes, des décès liés à la fin. Comme ça, on peut quand même. Je ne sais pas, j'ai dit qu'il faut féliciter les Burundais. Tant bien que mal, ils se débrouillent pour survivre. Ça, il faut l'accepter. Alors, je pense que comme on est en train de chercher des solutions, c'est ça qu'il faut faire. D'accord. Chercher comment pallier. On va y arriver. Okay. On va y arriver, Léandre, en contexte économique délicat. Pourquoi on en est là? Je ne pourrais pas... en tout cas, je ne vais pas aller cacher de gauche à droite. C'est la bonne gouvernance. Ou la mauvaise gouvernance. C'est le problème de la mauvaise gouvernance. Ouais. Même le Premier ministre l'a dit dans la réunion avec les responsables des sociétés publiques. Donc, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de la bonne gouvernance, il y a la production qui va en souffrir. Donc, quand il n'y a pas de la production, eh bien... Quand vous parlez de la bonne gouvernance, ce qui manque, c'est quoi exactement, précisément? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui se fait? Quelles sont les pratiques qui montrent que... Qu'est-ce que vous voulez dénoncer? De toute façon, même les hautes autorités le disent tous les jours dans leurs discours. Il y a la corruption, il y a la malversation, les détournements, tout ça. Il y a aussi la mauvaise gestion des ressources humaines, des personnes qui sont à la place qu'il ne faut pas. Mais il y a aussi le manque d'innovation. Tout ça, ce sont des choses qui concourent à la réduction de la production, alors qu'un pays doit vivre de sa propre production. C'est ça. D'accord. Professeur Diomède, en contexte économique délicat, pourquoi on en est là? Une inflation de près de 40%. Pourquoi? Alors, je crois que je pourrais situer la situation actuelle à 4 niveaux au niveau des causes. Il y a les causes économiques, certes, je vais détailler beaucoup plus quand il parle de la gouvernance économique, la gouvernance financière, la gouvernance institutionnelle, il y a beaucoup de choses. Mais il y a la cause principale, effectivement, le Burundi, depuis un moment, il vit des importations. Et à un certain moment, on n'a pas une production suffisante pour pouvoir effectivement
être en mesure de pouvoir faire une bonne distribution vers la population. Et quand il y a la faiblesse de la production, autrement dit, quand il y a des équilibres entre l'offre et la demande, on comprend très bien que même l'inflation va suivre. Ça, c'est le premier constat. Et ce n'est pas aujourd'hui, comme effectivement Lamza le disait, mais avec le temps, la situation s'est compliquée parce qu'il y a une mauvaise gouvernance économique, surtout par rapport à la production. Et quand on parle de la production, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis en avant l'agriculture, le thé, le café, tous les produits qu'on devrait vendre à l'étranger pour avoir des devises. On n'a pas toujours eu cette bonne foi de pouvoir penser que c'est le pansement de l'économie burundaise. Ça, c'est le premier cause. La deuxième cause, c'est beaucoup plus la mauvaise gestion économique et financière. Quand je parle financière, il faut comprendre beaucoup plus la gestion des devises. Nous avons trouvé qu'il y a l'autorité politique qui a privilégié certaines personnes qui ont donné des devises, qui devraient probablement importer des intrants agricoles, des semences sélectionnées. Tout ça a fait qu'il y ait une chute de production. Il y a la gouvernance, que moi j'appelle la gouvernance institutionnelle, la coordination, la planification, le suivi, l'évaluation de tous ces mécanismes-là que l'État à l'époque mettait en place, notamment avec effectivement certains produits, les denrées alimentaires, certains produits très fondamentaux, notamment le carburant et d'autres. Donc, quand il y a une mauvaise gouvernance au niveau de la coordination, au niveau des institutions, on constate qu'il y a une des causes, c'est la faiblesse des institutions pour pouvoir réguler, pour pouvoir planifier et de pouvoir effectivement mettre en place les politiques nécessaires. La deuxième conséquence que Lamza disait, c'est beaucoup plus la maîtrise de l'économie internationale. Autrement dit, je veux dire, la coopération a cessé de continuer, de grandir avec le temps. Il faut se souvenir qu'en 2015, par exemple, où le Burundi bénéficiait de certains appuis budgétaires, certains partenaires internationaux sont partis, ne sont pas encore revenus. Donc, les 4 éléments sont essentiels pour pouvoir dire que le Burundi a connu beaucoup de problèmes. Ça, c'est au niveau des causes. Alors, les conséquences, effectivement, comme effectivement vous posez la question pourquoi, la réponse c'est parce qu'effectivement on n'a pas été à mesure d'abord de maîtriser tous ces mécanismes-là au niveau de la gouvernance économique. Autrement dit, avec la rareté des devises, avec l'inflation, avec la perte du pouvoir d'achat, c'est ce que je disais. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle ni moins ni plus, la cherté de la vie, c'est beaucoup plus la perte du pouvoir d'achat. Le problème, ce n'est pas qu'on a un salaire de 150 000 francs, ce n'est pas qu'on a un salaire de 2 millions, de 3 millions. Le problème, c'est qu'avec 150 000 francs, tu n'achètes rien. C'est ça, c'est le pouvoir d'achat. Sinon, un Américain qui touche 2 000 $, parce qu'il n'est pas préoccupé par un salaire de 2 000 $, c'est-à-dire, c'est l'argent américain, c'est comme le franc-bout en Amérique. Mais le problème aujourd'hui, c'est est-ce qu'avec les 150 000 francs, tu peux te procurer ce qui est nécessaire? Donc, avec la dépréciation de notre monnaie par rapport à la monnaie étrangère, notamment les devises, que le Burundi ne peut pas importer de l'étranger de certains produits, aujourd'hui, on se retrouve sur le marché, tous les produits ont augmenté de plus de 30%. Donc voilà, c'est un peu tous ces phénomènes-là, mais beaucoup plus c'est cette gouvernance qui n'a pas tenu compte non seulement de la gouvernance économique, de la gouvernance institutionnelle, de la gouvernance financière et aussi de la maîtrise de la coopération internationale. Il faut retenir que depuis un bon moment, le Burundi n'est pas capable d'avoir des crédits, par exemple, à l'étranger. Autrement dit, avoir un crédit au niveau de la Banque mondiale. Alors que, par exemple, la Banque mondiale donnait un crédit au taux de 2%. Aujourd'hui, l'autorité politique se bat au niveau des banques commerciales qui donnent un taux de 15%. Et surtout, à court terme, alors que pour la Banque mondiale, le crédit était donné à long terme, autrement dit, à plus de 20 ans, avec un allègement de 5 ans sans payer de l'intérêt, ce que nous appelons la charge de la dette. Donc il faut comprendre que tous ces contextes-là ont fait que le Burundi se retrouve dans une situation de non-maîtrise des flux financiers, mais aussi effectivement de la cherté de la vie. Alors Hamza, vous avez quelque chose à dire par rapport aux causes? On parlait de la gouvernance, et, nous avons parlé, Léandre a parlé de la corruption, des malversations. Votre commentaire
Hamza. Déjà vient d'être exprimé. Et par contre, se donne approprié. Et savoir vraiment où chercher les solutions. Sinon, vraiment, je crois que ce n'est pas la première fois que M. le professeur Jonathan essaie de nous éclairer sur les causes de la situation où nous sommes arrivés comme ça. Et peut-être proposer des solutions. C'est que j'apprécie même beaucoup quand il fait ses interventions. Ok, on avance vers des solutions, d'accord. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous l'aviez déjà dit un peu, vous avez autre proposition? Le contenu de ces commentaires. Quand tu poses déjà un problème, tu vois déjà une solution. Oui, on dit absolument. Que chaque fois qu'il y a un problème, il y a toujours une solution. Le plus savant, ce n'est pas celui qui donne des bonnes réponses, celui qui pose des bonnes questions. Quand déjà un problème est posé, tu vois comment alors contourner ce problème. D'accord. Quand on dit les... Mais apparemment, on n'avance pas, on s'embourbe. Non, tu vois... Faites des propositions, Hamza. Faites des propositions. Je dis qu'on n'avance pas, c'est peut-être une analyse indépendante. C'est comme je dit, et comme ça on va les juger sur les actes, et ce qu'on veut, c'est que vraiment on est des meneurs, des éclaireurs, des guides, pas de quoi, des dignitaires. Et quand on va avoir des dignitaires, c'est un problème. Tous ces défis aura des problèmes pour trouver des solutions. Sinon, au niveau des défis qui sont là, ce ne sont pas incontestables. Il faut toujours chercher comment contourner ces défis. Merci beaucoup, Léandre. Des propositions, vous avez des solutions? Oui, les solutions possibles, mais oui, il y en a. La seule façon de sortir de cette situation, c'est de bien pouvoir bien gérer les 3 facteurs de production, qui sont la terre, le capital et l'humain. D'accord. Donc, je voudrais parler un peu sur la façon de le faire. Pour ce qui est de la terre, il y a les minéraux, il y a l'espace cultivable, il y a les ressources d'eau et autres choses. Donc, il faut une exploitation rationnelle. Et puis, pour ce qui est du capital, surtout financier, il faut de la transparence. Il faut de la transparence dans la gestion. Et pour ce qui est du capital humain, eh bien, ce que je disais, il faut un dialogue. Il faut inclure tout le monde, quitte à ce que chacun puisse donner sa contribution. Donc, essayer de favoriser la cohésion. Merci, Léandre. Oui, professeur, des solutions possibles? Oui, les solutions possibles, effectivement, s'articulent effectivement aux 4 causes que j'ai déjà évoquées, c'est notamment, effectivement, accroître la production. Autrement dit, passer de l'agriculture vers la transformation de nos produits. Vous l'a dit aussi. La deuxième solution, c'est effectivement stabiliser la monnaie burundaise. C'est accepter que notre monnaie se déprécie tous les jours et que l'autorité politique puisse prendre des mesures de dévaluation de la monnaie pour s'aligner à la volonté de certaines institutions internationales qui montrent qu'il y a entre le marché noir et le marché officiel qui a un décalage insupportable. Et troisième solution, effectivement, c'est toujours bien évidemment à essayer de renforcer la coopération internationale. Il faut absolument qu'il y ait ce débat et qu'à un certain moment, l'appui budgétaire pour certains secteurs puisse effectivement générer des revenus. La 4e proposition, c'est qui devrait même être la première, c'est assurer une bonne gouvernance et une transparence, et comme Léandre le disait, il faut absolument qu'il y ait effectivement une bonne gestion et surtout diminuer les inégalités sociales. Autrement dit, il faut répartir les ressources nécessaires à toutes les catégories de la population et plus particulièrement, il faut pouvoir effectivement considérer les groupes vulnérables. Les groupes vulnérables dans ce moment où la vie est très chère, parce qu'il y a les vieux, il y a les personnes vivant avec handicap. Au moment, dans tous les pays du monde, quand il y a une vie chère,
il faut effectivement lister les produits nécessaires à la population et pouvoir les exonérer par exemple. Il y a des solutions bien évidemment à court terme, à long terme. Ce qui est important, c'est de pouvoir les faire phase par phase, mais accepter qu'il y a le défi économique et que la vie est chère, au lieu de continuer toujours à dire que le pays va très bien, qu'on a beaucoup plus l'espoir. Certes, on a l'espoir, mais il faut y travailler, il faut apporter une solution concrète aux problèmes posés. Voilà. Oui, d'accord. L'émission, c'est Tribune Bonécha, la situation socio-économique dans le pays. Il faut dire que l'inflation inquiète beaucoup et l'inflation est influencée par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est la hausse des prix des produits importés. Le Burundi dépend fortement des importations, le carburant, les produits médicaux, je veux parler des médicaments et des produits alimentaires. Quand les prix augmentent sur le marché mondial, bien sûr que cela se répercute sur le marché local. Le deuxième facteur, ce sont les problèmes agricoles, les variations climatiques. Il faut penser à la sécheresse ici, il faut penser aux pluies irrégulières qui affectent bien sûr la production agricole en entraînant une rareté des produits alimentaires et donc une hausse des prix. Le troisième facteur, c'est le taux de change, la dépréciation du franc burundais. Le professeur l'a beaucoup dit, face au dollar, bien sûr, qui rend les importations plus chères. Quatrième facteur, c'est le contexte politique et économique. Vous l'avez dit, Léandre l'a dit, et les tensions internes, le manque d'investissement, le professeur l'a dit, et les restrictions d'accès aux devises, vous l'avez dit tous, étrangères peuvent aussi accentuer l'inflation. Les conséquences, bien sûr, vous l'avez dit, les conséquences, c'est la hausse du coût de la vie, alimentation, transport, médicaments, logement. Il y a des difficultés pour les entreprises à planifier leurs activités, pression sur les petits producteurs et les salariés. Léandre l'a dit, les solutions possibles, vous venez de le dire, il faut soutenir la production agricole locale pour réduire les importations. Hamza l'a dit, il faut mieux gérer les réserves de devises. C'est la gouvernance. Léandre l'a dit, il faut encourager la stabilisation monétaire, le professeur l'a dit, et des politiques budgétaires prudentes. Il faut promouvoir la production agricole, la production locale et l'industrialisation. Voilà, c'est par ici que nous allons terminer l'émission Tribune Bonécha. Merci beaucoup, Léandre Ndaïzeye. Vous êtes membre du comité exécutif de la COSIBU. Vous êtes chargé des études et de la recherche. Merci beaucoup d'avoir participé dans l'émission Tribune Bonécha. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et même la prochaine fois, si vous avez besoin de nous, nous sommes disponibles. Vous êtes le bienvenu. Hamza Venabouli Koukié, merci beaucoup d'avoir participé dans l'émission Tribune Bonécha. Merci beaucoup, chers journalistes. Merci à mes amis qu'on a partagé avec la discussion, l'échange. Je suis fier quand même d'avoir discuté de la vie de notre pays. Et positivement. Positivement, merci beaucoup. Diomède Ninerete, professeur d'université. Vous êtes expert en leadership et management des organisations. Merci beaucoup d'avoir participé dans l'émission Tribune Bonécha. Merci Masengo pour l'invitation. Merci pour tous les amis, pour tout ce qu'on a discuté. Léon Masengo, c'était un plaisir d'être avec vous. Réalisation Christine Kamikazi, mise en onde de Jean-Baptiste Hatungimana. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci. Tribune Bonécha,
pour toutes vos opinions politiques, économiques, sociales et culturelles.